Bienvenue à Planète Terre. Cette semaine à l'émission, nous allons parler de crime. Le crime le plus ancien du monde, la prostitution, et le crime le plus actuel, la cybercriminalité. Avec Benoît Dupont, criminologue, nous allons parler de la façon dont les États tentent d'endiguer la montée de la cybercriminalité qui vit en ce moment un véritable âge d'or. Et ensuite, avec Amélie Maugère, qui est postdoctorante au Centre international de criminalité comparée et qui a publié un livre sur la prostitution en France, nous allons discuter des différentes étapes de gestion de la prostitution par les autorités françaises depuis le Moyen Âge jusqu'à Nicolas Sarkozy. Vous allez voir, c'est passionnant. Mais d'abord, la cybercriminalité. Nous sommes de retour à Planète Terre et comme promis, nous discutons maintenant de la cybercriminalité avec notre invité Benoît Dupont. Merci d'être là, Benoît. Merci de m'avoir invité. Benoît, vous êtes criminaliste, vous dirigez le centre... Criminologue. Criminologue. Ah, criminaliste, c'est l'avocat. Oui, tout à fait. Criminologue, c'est celui qui étudie le crime et les avocats. Et les avocats voilà. qui... D'accord. Excusez, je m'excuse. Mais plus plate. Acceptez mes excuses. Elles sont acceptées. D'accord. Alors, criminologue, et vous dirigez d'ailleurs le Centre international de criminologie comparée à l'Université de Montréal. Vous avez publié, entre autres choses, cet ouvrage dans la collection archi-connue Que sais-je? Les polices au Québec, avec Émile Pérez, qui fut lui-même policier, non? Qui est toujours policier, directeur des relations internationales au ministère de l'Intérieur. D'accord. Alors, nous allons discuter avec vous d'un phénomène, celui de l'augmentation des crimes par Internet, dont on a vu récemment les attaques, les cyberattaques, mais on ne va pas parler de ça, on va parler plutôt des crimes, l'augmentation des crimes. Et vous dites, on ne peut pas dire si la phrase suivante est vraie ou fausse, que la cybercriminalité générerait en ce moment davantage de profits que le trafic de drogue. Ça nous donne un effet d'échelle, que c'est massif. Oui, mais en fait, on peut supposer que c'est faux. Ah. On peut supposer que c'est bien moindre que le trafic de drogue, mais c'est une comparaison qui est utilisée de façon de plus en plus fréquente par les gens qui conçoivent les politiques publiques pour essayer de nous sensibiliser à cette augmentation quand même assez importante de la délinquance informatique et numérique. Mais non, je crois que c'est... Voilà, vous m'avez complètement coupé mon effet. Alors, je vais réessayer avec une autre partie de la conférence que vous avez donnée. Allons-y. Vous dites, à partir des résultats d'un sondage mené en 2007 auprès d'un échantillon de 1100 répondants, on peut estimer, j'espère que vous n'allez pas me contredire, on verra. Je vous cite, on peut estimer que cette année-là, au moins 3 millions de Canadiens ont été victimes d'un vol d'identité, d'une intrusion ou d'un piratage informatique, d'une fraude sur Internet ou d'un incident de harcèlement en ligne. Donc, 3 millions sur 20 millions de Canadiens, y compris les bébés, là, c'est quand même considérable. Tout à fait. Bon. Et là, faites-nous cette comparaison où vous nous dites, finalement, si on appliquait la façon dont on gère les crimes à l'industrie, par exemple, de la voiture, ça donnerait quoi? Ça donnerait le fait que vous devriez aller acheter votre véhicule chez un concessionnaire, le ramener chez vous et ensuite aller acheter une ceinture de sécurité et un airbag de façon séparée et l'installer vous-même parce que c'est ce qui se produit à l'heure actuelle quand vous achetez un ordinateur. Ensuite, vous devez aller acheter votre propre logiciel antivirus, l'installer et le paramétrer en espérant, en croisant les doigts pour que ça suffise à vous protéger contre les risques auxquels vous allez être confronté sur Internet. Or, quand vous achetez un véhicule, les gouvernements ont, depuis les années 70, depuis un ouvrage assez connu de Ralph Nader, qui démontrait que les constructeurs automobiles étaient tout à fait négligents dans le fait qu'ils équipaient pas du tout leurs véhicules de mesures de sécurité qui étaient bien connues, sous le prétexte qu'en fait ça coûtait trop cher. Et les gouvernements ont décidé, devant la démonstration faite par M. Nader, qu'on allait réglementer cette industrie-là et on allait forcer les fabricants à inclure dans leurs produits des mesures de sécurité sans que les usagers ou les consommateurs aient besoin par eux-mêmes d'aller faire cette démarche-là dans un souci de protection de la société. Bon, alors c'était l'ouvrage « Unsafe at any speed », c'est-à-dire... At any cost. At any speed, c'est ça. C'est moi qui me demande pardon. Donc, qui était insécure à quelque vitesse que ce soit. Tout à fait. Et depuis, donc, c'est intégré dans le coût de la voiture qu'on achète, il y a les mécanismes de sécurité. Alors, vous dites,
La situation qui prévaut en matière de sécurité numérique serait jugée totalement intolérable dans les domaines de la sécurité routière ou de la sécurité aérienne. Tout à fait. Donc, on en est là. On est au moment où on doit voir comment nos gouvernements, nos concepteurs de politique doivent aborder le problème d'une cybercriminalité déjà existante. Et vous dites, ben, en ce moment, tout ce qu'on a, c'est le code criminel normal. Et vous donnez cet exemple de l'arrestation en 2008 par le service secret américain du pirate Albert Gonzalez. Et il a fallu des juges, des policiers en Turquie, à Dubaï, en Estonie, où les données ont été conservées sur un serveur crypté, en Allemagne, en Biélorussie et en Israël. Alors, ça pose un problème. On n'est pas du tout dans la prévention du crime. On est dans quoi? On est dans une mondialisation du crime qui nécessite des ressources qui soient capables de se déployer à cette échelle-là. Mais bien évidemment, à part quelques services de police aux États-Unis, en Angleterre et en Europe, des services de police de taille moyenne ou de petite taille sont tout à fait incapables de mobiliser ces ressources-là à l'échelle internationale. Donc, on peut s'attendre à ce que ce type d'arrestation très spectaculaire demeure en fait des événements exceptionnels, tout en sachant que les délinquants continuent à commettre de façon massive des fraudes. Donc, est-ce que le système pénal est vraiment le mieux équipé et le mieux adapté pour répondre à cette délinquance de très fort volume? L'objet de ma présentation était d'indiquer qu'il y avait peut-être d'autres pistes à explorer que celle-là, d'autant plus que le système pénal est déjà débordé. Il est déjà saturé et on ne peut pas demander aux policiers ou aux juges ou aux services correctionnels d'absorber plus de délinquants, étant donné qu'ils sont déjà à capacité. Donc, on peut dire qu'on vit en ce moment l'âge d'or de la cybercriminalité. Certainement que les délinquants, les cyberdélinquants ont en ce moment une fenêtre d'opportunité qui leur est ouverte, qui leur permet d'opérer de façon relativement tranquille, sans avoir à craindre énormément au niveau du contrôle des services de police ou même du secteur privé. Pour l'instant, les choses sont relativement avantageuses pour eux. Alors, vous dites qu'il y a deux grandes approches en ce moment. Il y a l'approche française, qui s'apparente un peu à l'approche canadienne, et l'approche américaine. Alors, décrivez l'approche française. En fait, il y a trois approches. Okay. La première approche est l'approche française, qui est de répondre à ce type de menace par une législation accrue, donc de créer de nouvelles lois spécifiques qui vont essayer d'encadrer ou de répondre à ce type de menace. Avec un seul petit problème, c'est que ce n'est pas parce qu'on crée de nouvelles lois qu'on sera forcément capable de les appliquer. Alors on crée tout un arsenal juridique qui, en définitive, est difficile à appliquer parce que les ressources ne suivent pas. Par exemple, qu'est-ce qu'on essaie d'interdire par la loi? Toutes sortes de comportements, le vol d'identité, le piratage relatif au téléchargement illégal. Donc on criminalise tous les comportements déviants sur Internet. Et la France est le pays des fromages, plus de 300 pays de fromage, mais bientôt ça deviendra certainement le pays des législations, 360 lois anti-cybercriminalité. Par exemple, il y a cette fameuse loi sur le piratage où on dit, bon, finalement, si on vous prend en récidive d'avoir téléchargé légalement une chanson ou un film... On vous envoie un courrier électronique en vous avertissant. Au deuxième avertissement, on vous tape sur les droits. Et au troisième, on vous déconnecte d'Internet pendant une durée pouvant aller de 1 à 2 ans. C'est ça. Mais là, chez vous... Tout à fait. Ça ne vous empêche pas d'aller au coin de la rue et d'aller sur Internet sur un autre poste. Mais en tout cas, chez vous, vous n'aurez plus d'Internet pendant un an. Bon. Est-ce que c'est appliqué en ce moment, ça? C'est en début d'application. Donc, des courriers électroniques sont envoyés aux internautes français qui se font prendre. Pour l'instant, à ma connaissance, personne n'a été encore déconnecté, mais ça arrivera certainement assez rapidement. La question est de savoir si... cette autorité qui a été créée a suffisamment de ressources pour identifier tous les internautes qui font du téléchargement illégal, parce qu'on sait très bien que finalement c'est la majorité de la population. Alors si on doit déconnecter la moitié de la France, ça va devenir un peu problématique, à la fois pour les fournisseurs d'accès qui n'auront plus de clients. Parce que ce sont les fournisseurs d'accès. Donc si on était au Québec, il s'agirait de Vidéotron, Rogers, TELUS, Cogeco. Donc ce sont les fournisseurs d'accès qui sont tenus en France, de dire aux autorités françaises lesquels de leurs clients téléchargent illégalement? Oui, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais il y a des sondes qui sont placées sur le réseau et qui identifient les adresses IP, donc les adresses d'ordinateurs des gens qui téléchargent illégalement. Et ces adresses IP correspondent à des fournisseurs d'accès. Et on demande aux fournisseurs d'accès de révéler quel est leur client
qui correspond à une adresse IP qui a été identifiée comme étant délinquante. Donc ce ne sont pas les fournisseurs d'accès qui doivent identifier les gens, leurs clients qui procèdent à des téléchargements illégaux. Par contre, ils doivent divulguer l'identité de leurs clients dont l'adresse IP a été identifiée sur les réseaux de téléchargement. OK. Par des sondes qui, elles, sont placées là, ce sont des logiciels. Des logiciels, des placés là robots, par l'État. par des entreprises privées qui agissent pour le compte de l'État. D'accord. Bon, et puis, évidemment, il fallait quand même criminaliser il fallait inventer, pas inventer le crime, mais mettre dans le code criminel le fait qu'il y avait maintenant un crime qui s'appelait vol d'identité. Le vol d'identité. Bon. Et pour réussir à mettre en prison quelqu'un dont on ferait la preuve, pour lequel on ferait la preuve qu'il a procédé à ce vol d'identité. Tout à fait. Bon, alors ça, c'est l'approche française. On fait des lois, on applique si on peut. L'approche américaine, là, c'est on va demander à l'armée de s'en occuper. On militarise. Ouais. Alors, on a eu la guerre contre la drogue dans les années 80. On a eu la guerre d'Irak et d'Afghanistan, c'était des guerres traditionnelles. Et aujourd'hui, c'est la guerre contre un adversaire, un ennemi qui commet des cyberattaques. Alors, on ne le nomme pas, mais bien sûr, tout le monde pense à la Chine. Et on investit massivement des ressources militaires. On crée un centre de cybercommandement qui va opérer dans ce quatrième espace qui est l'espace numérique, après l'espace aérien, l'espace terrestre et l'espace maritime. On investit des sommes qui correspondent à plusieurs centaines de millions de dollars et évidemment, on crée un marché pour toute une pléthore d'entreprises de sécurité privées qui vont perdre évidemment des parts de marché puisque les guerres d'Afghanistan et d'Irak sont en train petit à petit de se terminer ou en tout cas de s'essouffler. Donc ils vont se reconvertir. Absolument, voilà. Ce sont des grandes entreprises d'armement qui vont se reconvertir dans ce type d'activité-là. Financées, soutenues par le gouvernement américain qui y voit la stratégie, la réponse un petit peu à ce type de menace. Alors, et donc, c'est d'ailleurs le directeur ou le premier responsable du National Security Agency, oui, qui est l'agence d'espionnage électronique, donc NSA, on dit aussi No Such Agency. Cette agence n'existe pas, elle est très difficile à percer, il y a très peu de choses qui ont été écrites sur elle. Donc, c'est le directeur de cette agence d'espionnage électronique qui est responsable du programme de lutte contre la cybercriminalité. Alors, ça aurait été, on dit, bon, qu'il soit responsable du programme contre les cyberattaques qui visent la sécurité nationale américaine, c'est une chose. D'ailleurs, on dit, mais pourquoi n'est-il pas déjà chargé de ça? Mais qu'il soit responsable du reste de la cybercriminalité, ça pose un problème. Lequel? Ça pose le problème de l'empiètement un petit peu de ces pouvoirs des agences de renseignement sur les libertés individuelles, parce qu'évidemment, la cybercriminalité devrait normalement être la responsabilité du ministère de l'Intérieur, le Department of Homeland Security, ou des services de police qui opèrent dans le cadre légal. Mais si on confie ces responsabilités aux services de renseignement comme la NSA ou aux forces armées, on risque de militariser un conflit, on risque d'adopter des mesures qui sont tout à fait excessives par rapport aux menaces et aux risques de des petits délinquants. Et on risque également de mélanger un petit peu des problèmes qui sont très différents les uns des autres. Je veux dire, un petit délinquant qui pirate un système informatique et une nation hostile étrangère qui essaye de s'infiltrer dans les infrastructures essentielles d'un gouvernement, ce sont deux phénomènes tout à fait différents qui appellent des réponses différentes par définition. Et il y a un problème aussi les données qui ont été accumulées en essayant de traquer la cybercriminalité, si on les fond avec les données qu'on utilise pour l'espionnage, il y a des beaux procès qui s'annoncent jusqu'à la Cour suprême sur la protection de la vie privée. Oui, on sait déjà d'ailleurs que la NSA est responsable d'écoutes illégales au niveau massif, à l'échelle massive aux États-Unis après le 11 septembre, selon des directives, des autorisations présidentielles dont la légalité est encore débattue. Mais si on lui confie également la responsabilité de la cybersécurité, eh bien ce sont l'ensemble des données qui transitent par le réseau Internet aux États-Unis, mais à l'étranger, puisque 85% du trafic Internet passe aussi par les États-Unis, qui vont potentiellement tomber aux mains de cette agence de renseignement. Et donc, c'est assez problématique, on va dire, pour les libertés individuelles, pour la vie privée, pour notre avenir en tant que citoyen des États-Unis ou du monde. Bon, et si je ne veux pas que la défense américaine sache que je suis allé voir des photos de Sharon Stone,
là, c'est fini. Il n'y a Ils le plus qu'à savent. acheter un magazine et aller consulter. D'accord. Bon, alors vous dites, en fait, il y a un problème aussi, c'est que toutes ces tentatives de gérer le problème sont au niveau de l'arrestation, l'enquête, alors que ce qu'il faut, c'est plutôt agir par prévention, un peu comme on l'a fait pour la sécurité aérienne, la sécurité automobile, de faire en sorte que dans le dispositif qu'on achète, il y ait déjà un certain nombre d'éléments de prévention. Expliquez-nous comment ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner selon une troisième solution, une troisième option qui est à l'heure actuelle explorée ou expérimentée en Australie et dans d'autres pays aussi, qui est de voir cela de façon un petit peu dépassionnée et de façon plus routinière et d'y impliquer justement les acteurs privés qui jouent un rôle essentiel dans l'offre d'accès aux services Internet, qui sont les fournisseurs d'accès, les hébergeurs, les moteurs de recherche comme Google, les services bancaires et financiers, et de conclure des partenariats, des collaborations qui vont convaincre, persuader ou parfois forcer ces entreprises qui réalisent des profits faramineux par le biais d'Internet à offrir à leurs clients aussi des solutions de sécurité, à collaborer, à filtrer le trafic pour identifier leurs clients dont les ordinateurs sont compromis et à aider ces clients-là à débarrasser leurs ordinateurs des logiciels malveillants. Donc en Australie, très concrètement, une initiative est lancée par les fournisseurs d'accès qui sont peu nombreux, puisque par exemple au Canada, il y en a 5 qui détiennent à peu près 80% du marché. Donc les fournisseurs d'accès qui filtrent le trafic déjà pour ralentir la vitesse de connexion des gens qui téléchargent trop de films aux heures de pointe et pour permettre aux autres usagers de maintenir une vitesse satisfaisante. Donc les fournisseurs d'accès savent déjà qui fait quoi sur Internet. Ils ont déjà des passoires qui savent lequel de leurs clients télécharge quel type de contenu à quelle vitesse. Et donc ils pourraient très bien paramétrer ces outils-là pour essayer d'identifier lesquels de leurs clients communiquent avec des serveurs pirates à leur insu, évidemment, puisque leur ordinateur a été compromis, de leur envoyer un courrier électronique les avertissant que leur ordinateur est compromis, en leur disant « Écoutez, cher client, votre ordinateur a été infecté par un virus que nous identifions comme étant tel virus, par exemple Zeus ou SpyEye ou peu importe. Et voici un site où vous pourrez télécharger un logiciel qui vous permettra de vous en débarrasser. Et si vous ne prenez pas ces mesures raisonnables dans un délai de quelques semaines, eh bien nous serons dans l'obligation de vous empêcher d'accéder à Internet parce que votre ordinateur continue à infecter les ordinateurs d'autres victimes. Et participe à l'accroissement de cette menace. Bon, alors expliquons de quoi il s'agit, parce que ce sont les fameux botnets. Alors, plusieurs centaines de nos auditeurs en ce moment, sans le savoir, leur ordinateur participe aux crimes organisés cybernétiques. Oui. Expliquez comment. C'est un processus assez complexe, mais qu'on peut résumer de la façon suivante. Un ordinateur, un internaute va sur Internet, sur une page Internet qui a été détournée par des pirates informatiques et télécharge à son insu un fichier qui va s'installer dans son ordinateur sans qu'il s'en rende compte, et va installer un logiciel malveillant qu'on appelle un botnet. Et ce botnet va rester, contrairement aux anciens virus qui détruisaient des informations, qui rendaient notre ordinateur inutilisable, lui va rester enterré au sein du disque dur, du système invisible. Il ne dérange aucune de nos fonctions. On continue à travailler. On continue à travailler à la même vitesse, on n'est pas ralenti. Et ce qu'il va faire par contre, c'est que donc il rend notre ordinateur esclave de celui qui a créé et qui a diffusé ce logiciel malveillant. Donc notre ordinateur devient un zombie, un ordinateur zombie. Donc on crée des armées de zombies comme ça. Et ces zombies communiquent avec leurs créateurs et leurs contrôleurs à notre insu, de façon régulière, tous les jours, toutes les heures, parfois une fois par semaine seulement, et vont chercher leurs instructions. Et ils font quoi? Et en fait, ils sont utilisés pour un certain nombre d'activités. Ils peuvent être utilisés pour mener des attaques contre des services Internet ou des gouvernements étrangers, ce qu'on appelle les attaques par déni de service. C'est-à-dire qu'il y a tellement de demandes simultanées que le serveur tombe. Ne peut plus répondre à cette demande excessive par rapport à ses capacités. Donc le contrôleur du botnet va vendre sa capacité d'attaque à des tierces parties
Euh, C'est ça. Alors, c'est parce que d'abord, il y a ceux qui créent ces armées de zombies dans nos salons, dans nos bureaux. On a des armées de zombies. Il y en a qui les utilisent pour eux-mêmes, c'est pour ça, faire leur propre pour crime, commettre des fraudes, par pour mettre des exemple. Donc, fraudes. ils vont voler nos informations bancaires. Très bien. D'autres vont revendre ces ordinateurs à des attaquants qui sont intéressés et qui n'ont pas le temps de se constituer leur propre armée de botnets ou de zombies. Mhm. Donc, il y a des marchés clandestins sur lesquels vous pouvez acheter du temps d'antenne, en quelque sorte, de ces botnets, et en fonction de leur taille, les prix varient, donc c'est comme la bourse. Il y a un marché. Il y a tout à fait un marché, et on utilise également ces botnets pour expédier du spam. Ouais. Selon donc le pourriel, selon le bon vieux principe qui fait en sorte qu'il vaut mieux envoyer 1 million de messages à partir d'1 million d'ordinateurs qui vont chacun envoyer un seul courrier électronique qui va être beaucoup plus difficile à détecter par les logiciels qui vont filtrer le spam, plutôt que d'envoyer 1 million de messages à partir de la même machine où très rapidement on va identifier cette machine comme étant contribuant massivement à l'envoi de spam et son adresse va être communiquer à tous les fournisseurs d'accès qui vont bloquer les messages provenant de cet ordinateur-là. Donc les opérateurs de botnet distribuent des grandes quantités de spam à travers une grande quantité d'ordinateurs pour éviter d'être détectés et qu'on bloque ce spam. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'existence de ces botnets est un élément constitutif presque essentiel de la criminalité cybernétique en ce moment? À l'heure actuelle, oui. Bon. À l'heure actuelle, c'est la menace principale et qui est également très problématique parce que ces botnets, contrairement aux virus informatiques, ont beaucoup de mal à être détectés par les logiciels antivirus que vous et moi et tous nos auditeurs certainement consciencieusement vont télécharger et mettre à jour. Donc, la meilleure chose à faire, c'est donc que comment on les appelle, les FAI, les fournisseurs d'accès fournisseurs d'accès, voilà, les fournisseurs d'accès comme Vidéotron, Bell, etc., disent, OK, ben nous, on a la capacité de trouver où sont ces botnets. Tout à fait. Mais pourquoi dire, ben, on va demander à l'internaute, pourquoi ne pas dire, écoutez, vous avez un botnet, voici l'antivirus, faites-le tout de suite. Pourquoi dire on vous donne 2 semaines et on verra? Disons que c'est une réponse graduelle, parce que les gens n'ont pas tous la capacité, donc certains, on veut leur laisser un petit peu de temps, d'autres... Et les fournisseurs d'accès, dans leur filtre à eux-mêmes, ne peuvent pas empêcher la diffusion des botnets sans devoir nous le demander à nous? Ils pourraient le faire, mais là, ça impliquerait qu'ils prendraient des décisions sans nous en référer. Et donc, il y a au niveau légal tout un tas de complications. Et également, si on les autorisait à intervenir comme ça sur notre trafic, on pourrait imaginer qu'ils se sentiraient autorisés à intervenir d'autres façons. Mais ce n'est pas comme les obliger de mettre des ceintures de sécurité dans toutes les voitures? Ça devrait faire partie du débat, mais je pense qu'il y a aussi des arguments contre, parce qu'il y a énormément de gens qui sont opposés à la seule idée que les fournisseurs d'accès filtrent le trafic. Donc des gens qui défendent la liberté, qui défendent la neutralité d'Internet, en disant mais si on commence à filtrer le trafic, on va brider l'innovation, on va empêcher que justement cet usage libre et pur et parfait d'Internet ne suscite de nouvelles idées, de nouvelles vocations. Ce serait comme, par exemple, dire il faut en aucun cas... Qu'on limite la vitesse sur les autoroutes. Qu'on limite la vitesse sur les autoroutes ou qu'on limite la capacité, vous de donner cet exemple, des grandes banques de New York d'inventer de nouveaux produits financiers, dérivés, même s'ils sont toxiques. Tout à fait. Oui. Bon, donc on est d'accord. On est d'accord que cet argument, on peut le surmonter. Ceci dit, il ne faut pas l'écarter aussi rapidement dans la mesure où, à l'heure actuelle, chez les grands acteurs que sont les fournisseurs d'accès et un grand nombre de juristes, c'est l'argument dominant. C'est-à-dire l'argument de la neutralité. On ne touche pas Internet. Internet est un petit peu la vache sacrée, encore la dernière utopie qui nous reste. Et on ne doit absolument pas intervenir sur le trafic, sur l'analyse du trafic, même si on sait très bien que cette... non-intervention crée un préjudice tout à fait réel pour les usagers, mais au nom de l'innovation, au nom de la liberté, on se refuse, on est très réticent en tout cas, à envisager des interventions qui vont au-delà de la prévention un petit peu. Donc, en ce moment, on est à l'étape du code de conduite qui est appliqué. Vous êtes en Australie. Tout à fait. Est-ce que ça donne des résultats? Pour l'instant, il est encore trop tôt parce que ce code de conduite a été implanté au mois de décembre. Ce qui est très, très intéressant d'observer, c'est qu'on a réussi à convaincre les fournisseurs d'accès de collaborer, parce qu'ils n'ont objectivement, leur intérêt est assez limité, parce que ce ne sont pas eux qui souffrent de ce préjudice-là, ce sont plutôt leurs usagers, leurs clients, et eux, leur capacité, leur bande passante
est tellement élevé, contrairement à ce qui se passait il y a 10 ans avec le spam, où on pensait que le spam allait complètement congestionner Internet. On s'est rendu compte que leur bande passante est tellement élevée que les activités des botnets, en fait, ne leur sont pas préjudiciables à eux. Alors, d'arriver à les convaincre de s'impliquer dans ce type de prévention sans leur offrir rien en échange. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas penser que la compétition ferait en sorte qu'une compagnie pourrait dire, ben nous, on vous protège mieux du crime que la compagnie rivale parce qu'on a des filtres qui sont... Est-ce que ça ne devrait pas être un argument de vente? Ça pourrait l'être. Ce qui serait encore plus efficace, ce serait si le gouvernement élaborait des outils qui permettraient chaque année de dresser un palmarès des fournisseurs d'accès les plus sécuritaires ou des banques les plus sécuritaires pour leurs clients par rapport au vol d'identité et que ces chiffres soient transparents et que les clients puissent prendre leurs décisions d'achat en connaissance de cause sur le critère de la sécurité. Alors voilà, une idée qui est bonne, un palmarès des banques. Mais ce qui existe déjà, les palmarès en matière de mesures de sécurité. On sait très bien qu'on n'achète pas une Volvo parce que c'est une voiture qui évoque la performance et le sport. C'est plutôt parce que c'est une voiture qui rassure. Et on sait très bien que les Volvo, dans les tests de collision, ont des scores qui sont toujours très élevés. On sait très bien aussi que certaines voitures sont plus facilement volées que d'autres. Dans les assureurs, on ces palmarès-là. Et on voit tout de suite que ça permet d'influencer, sans aucun investissement gouvernemental, le comportement des fournisseurs d'accès et des acteurs. Alors, on regarde avec attention l'expérience australienne. On va voir si ça a des résultats et si oui, si le Canada, par exemple, qui n'a essentiellement aucune politique, pourrait s'en inspirer. Une politique très récente et très embryonnaire, on va dire. Embryonnaire, très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous suggérer comme plage musicale pour illustrer notre propos? Une chanson de Genesis qui date des années 80, Land of Confusion, un pays un petit peu de confusion, un environnement dans lequel rien n'est ce qu'il paraît être finalement et qui nous laisse un petit peu démunis parfois. Benoît Dupont, merci infiniment pour ces explications, toujours très claires comme d'habitude, un peu inquiétantes comme d'habitude aussi. Ce n'est pas l'objectif de rendre vos auditeurs paranoïaques, loin de là. Très bien. Alors, nous écoutons grâce à vous Genesis, Land of Confusion. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium. Ici Jean-François Lisée. Nous allons discuter de prostitution et de France. Comment la France, à travers les époques, a essayé de gérer le problème ou la réalité de la prostitution. Et on en parle avec quelqu'un qui en a fait le sujet d'une thèse et d'un livre, Madame Amélie Maugère. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, vous êtes en ce moment postdoctorante ici à l'Université de Montréal au Centre international de criminalité comparée. Et vous avez présenté une conférence ces jours derniers sur ce sujet et sur le sujet de votre livre, Les politiques de la prostitution du Moyen Âge au 21e siècle. C'est aux éditions Dalloz. Donc, ce qui est intéressant dans ce que j'ai lu de vos écrits, c'est l'évolution de la façon dont l'État français gère le problème. Alors, dans un premier temps, puis on a le temps de faire ce récit. Alors, donc, la réalité semble préexister à la façon dont l'État va le gérer, mais déjà, sous le régime monarchique, il y a une première façon d'aborder ce problème. Comment ça se fait? Alors, sous l'Ancien Régime, la royauté décide, quand elle intervient sur la thématique prostitutionnelle, de réprimer la prostitution. C'est-à-dire qu'elle remet en cause, finalement, une tolérance de la prostitution qui avait lieu dans les municipalités et où on organisait la prostitution. Et donc en 1560, quand elle intervient, c'est pour poser un principe d'interdit de la prostitution. Une tentative d'éradication. Enfin, ça commence plus doucement, c'est-à-dire qu'en 1560, on interdit les bordels, qu'ils soient privés ou publics. Parce qu'il y en avait des publics à ce moment-là. Voilà, municipaux. Municipaux. D'accord. C'était les municipalités qui prenaient en charge le phénomène et qui décidaient même de l'entrée des femmes en prostitution. Et comment ça se faisait? Les conseillers municipaux se réunissaient et statuaient sur l'entrée d'une femme, alors en général, qui était considérée comme ayant fauté. C'est parce qu'elle avait fauté. C'est-à-dire qu'elle était sortie des règles matrimoniales, c'est-à-dire qu'elle avait eu des relations hors mariage. D'accord. Et donc, mais
ça concernait surtout les femmes des classes populaires, bien sûr. Ça ne concernait pas les femmes des notables. Et donc, les conseillers municipaux se croyaient donc autorisés à la placer au bordel. Avec ou sans son consentement? Avec ou sans son consentement, oui. Donc, parfois, ils étaient des prostituées forcées. Voilà. Donc, c'était donc la municipalité proxénète, en ce sens. Voilà. Et par contre, c'était un moyen ensuite de pouvoir peut-être gagner le couvent. C'est-à-dire que si elle avait bien servi, et puis au bout de quelques années, elle pouvait finir dans un couvent, mais qui n'avait rien à voir avec les couvents qui existeront plus tard, qui sont des couvents-prison. À cette époque-là, c'est des couvents où il y a davantage de liberté. Et puis donc, restons-en là pour un instant. Donc, la municipalité qui organise le bordel, et c'est elle qui en tire les revenus. Les femmes sont des salariés, enfin un peu esclaves, mais salariés? Alors, pas précisément. Enfin, ils mettent à la tête de cette organisation en général une maquerelle, et c'est elle qui gère l'organisation. Bon, il y a eu des époques où il y avait possibilité de tirer un impôt de cela, et puis des fois l'Église est même intervenue pour dire qu'on ne pouvait pas tirer un impôt de ces questions. Il fallait que ce soit des OSBL, il ne fallait pas de profit. Déjà, ça répondait à une utilité, on préférait finalement que des jeunes hommes aillent au bordel plutôt qu'ils aillent violer des femmes de bien dans les ruelles. Donc en fait, ça répondait à cette préoccupation pragmatique. Mais il y avait un échange marchand quand même. C'était pas gratuit pour les hommes. Non, c'était pas gratuit pour autant. Okay. Mais... Faut pas rêver. Bon. mais donc, c'était la municipalité qui l'organisait. Voilà. Disons qu'il y avait un point de rentabilité. Il y avait le débat, est-ce qu'on fait des sous, on ne fait pas de sous? Mais quand l'autorité royale, en tout cas, s'en mêle au XVIe siècle, c'est pour mettre un trait sur cette prise en charge municipale. C'est-à-dire que là, on se situe plutôt d'un côté moral, et on prétend donc se désengager de l'organisation finalement de la débauche. Donc c'est une raison morale. Est-ce qu'elle est liée à la religion? Pourquoi est-ce que tout à coup on a cette décision morale? Alors, c'est vrai que finalement le relèvement de l'âme des femmes commence finalement à intéresser le pouvoir politique. Ça commence à l'intéresser parce qu'il faut des mères pour éduquer les fils. Et donc, il faut de bonnes mères avec une tendance, donc, une bonne moralité. Une bonne moralité, voilà. Donc, la possibilité de devenir prostituée doit être écartée de la réalité, du parcours des possibles. Et en plus, c'est dans un contexte aussi où, finalement, la population a été gagnée, finalement, par du fanatisme religieux. Et donc, en punissant finalement, en interdisant la prostitution, l'État est sûr d'avoir l'adhésion de la population. Et de l'Église. Et c'est vrai que... Et de l'Église, donc de l'Église d'abord, et ensuite de la population qui a été gagnée par les thèses religieuses. Et c'est vrai qu'à la même époque, on constate qu'il y a la chasse aux sorcières, par exemple. Donc c'est une tentative un peu de domestication du peuple. Alors ça, on est au XVIe siècle. Voilà. Et alors ça va aller encore plus dans un sens répressif au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV. Donc en 1684, il y a une ordonnance qui prévoit la répression des prostituées. Parce que, évidemment, elles ne sont pas disparues, elles sont simplement passées dans la clandestinité. Voilà. Depuis qu'on a fermé les bordels, elles sont passées dans la clandestinité. D'accord. Et Louis XIV, qu'est-ce qu'il propose de faire? Alors, c'est un régime donc, qui prévoit donc, de leur arrestation, leur bannissement ou leur enfermement. Bannissement où? En dehors de la cité. Mais à l'époque, se faire bannir d'un endroit, c'était très grave, puisque c'était se priver de ressources. Donc, on les a envoyés en campagne? Dans le détail, ça peut être dans la campagne, ça peut être en tout cas... Vous savez, il y a des clients partout, hein? C'est pas seulement en ville. Bon. Alors, donc ça, c'est Louis XIV. Bon, encore là, le mécanisme n'est pas parfait. Alors, donc c'est repoussé encore davantage en clandestinité. Et qu'est-ce qui se passe après? Alors, il y a l'enfermement. C'est-à-dire que plus on va aller dans le temps, du moins du XVIIe au XVIIIe siècle, plus les peines qui vont être prononcées ne seront pas justement de bannir quelqu'un, mais l'enfermement. Mais par contre, à cette époque-là, l'enfermement ne veut pas dire des mesures sanitaires. On n'est pas obsédé à cette époque-là par les questions des maladies vénériennes. Par contre, c'est un régime très sévère, c'est-à-dire que quand une femme entre à la salpêtrière, donc c'est une prison pour femmes, elles vont subir la peine de fouet. La peine de fouet. En entrant. Et ensuite, elles seront incarcérées et on leur prêchera des paroles bibliques à longueur de temps pour leur rappeler combien elles ont fauté. Et à cette époque, alors toutes ne vont pas à la salpêtrière, mais il faut bénéficier de protection
en fait, pour échapper à ce type de traitement. Et ceux qui y vont, ils y vont pour combien de temps? Bon, c'est variable, hein. Ça peut être quelques mois, Ou quelques années? quelques années. Rarement, Oui. ouais. Mais, enfin, et parallèlement à ça, il y a aussi des maisons de repentis, mais qui sont vraiment là des couvents-prisons où les femmes qui rentrent dans ces maisons pour donc leur redressement moral, cette fois-ci, ne pourront pas gravir l'échelon de la hiérarchie religieuse. Mhm. Ce sont plus des femmes emprisonnées que des futures aspirantes à la vie monacale. D'accord. Mm. Ensuite arrive la Révolution. Fin du XVIIIe siècle, qu'est-ce qui se passe? Bah là, c'est bon, la période de révolution, c'est une période un peu de licence. Mais quand l'autorité reprend, c'est-à-dire en 1800, là, on va mettre en place un régime de régulation de la prostitution, ce qu'on appelle la réglementation. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, la réglementation, ça veut dire qu'on va s'appuyer essentiellement sur deux institutions, sur la police des mœurs et sur la maison close. Et donc, la police des mœurs aura pour mission d'essayer de contraindre toutes les femmes à aller se prostituer en maison close. C'est-à-dire Donc, pas c'est pour toutes les- éviter c'est-à-dire pas toutes les femmes qui se qui se prostituent. qui se prostituent, bien D'accord. sûr. Enfin, des fois, il y a des méprises hein, quand même. Oui. Hein. C'est-à-dire qu'ils mélangent des femmes qui se prostituent, des femmes qui ne se mélangent pas. Donc, ça donne lieu quand même à certains... Donc la police des mœurs dit, vous avez l'air de faire le commerce de la prostitution, donc il faut vous enregistrer. Il faut vous enregistrer, donc on leur donne une carte. Donc sur la carte, donc on leur explique leurs obligations en termes de liberté de circulation. Donc en Ok. général, elles n'en ont pas beaucoup. Il y a des zones où Il y a elles des- peuvent opérer. alors, il y a des zones où elles peuvent opérer, mais ces zones sont tellement peu nombreuses que finalement, elles sont toujours en contravention avec le règlement et que donc la seule manière pour exercer la prostitution, c'est la maison close. Bon, et il y a des zones, et il y a des heures Oui. aussi. Il y a des zones. Est-ce que déjà la rue Saint-Denis à Paris, qui est la rue connue comme étant celle du racolage, est-ce que c'est déjà un lieu de prostitution au début du 19e siècle? Non, ça, je ne peux pas Vous vous pouvez pas répondre à vous- cette vous question. avez Enfin, pas c'est fait vrai la que moi, géographie mon des travail a été plus de me concentrer sur Sur les la modalités réglementation. d'action publique. D'accord. Je ne fais pas un travail d'historienne. Donc, leurs obligations, elles sont limitées dans l'espace et dans le temps de façon excessive, ce qui les pousse à être dans les maisons closes. Voilà, parce Mais- que sinon, elles sont en contravention avec le règlement. Et qui dit contravention avec le règlement veut dire sanction. Alors, c'est une sanction qui est prononcée en plus par un simple fonctionnaire de police. Donc, un policier sur la rue, il vous voit, décide de la sanction. Non, disons que ça sera prononcé ensuite par un fonctionnaire de police. OK. Mais justement, ce n'est pas un juge. Or, ces D'accord. peines peuvent atteindre jusqu'à 60 jours d'enfermement. Ah, je vois. OK. Donc c'est quand même pas négligeable. Mhm. Et donc ça méprise complètement le principe de la séparation des pouvoirs et aussi le principe de la légalité des délits et des peines, puisqu'aucune loi ne prévoit qu'il y ait un délit de prostitution ou même un délit de racolage. D'accord. C'est simplement ce système des permis. Voilà. OK. Et Et il y a- puis, il n'y a pas alors- de défense possible. La prostituée accusée d'être en contravention n'a Ah oui, pas c'est d'avocat, pas le n'a pas de tribunal. défense. Il y a pas, Voilà. justement, il y a pas Mais les maisons la défense. closes, alors, est-ce qu'on revient à la situation antérieure où ce sont... Qui possède, contrôle et Alors, taxe les maisons closes? c'est pas exactement la même situation parce qu'en plus, on l'a peut-être pas dit tout à l'heure, mais pour les maisons municipales, on va les appeler comme ça au Moyen Âge, c'était pas des maisons closes. C'est-à-dire que les filles pouvaient racoler dehors parce qu'il n'y avait pas ce problème du scandale public, c'était pas posé en ces termes. Le D'accord. problème à cette époque-là, c'est raconté par un historien, Jacques Rossiot, c'était qu'en effet, des jeunes hommes, il fallait les occuper pour pas qu'ils aillent s'occuper de femmes bien. D'accord. Voilà. Donc, à partir Alors, de par contre, au 1800, 19e siècle, ça, on ne peut plus être sur la rue, on est dans la maison. On est dans et la c'est maison. pourquoi on dit qu'elle est close. et elle est vraiment close, c'est-à-dire que toutes les femmes qui se prostituent à l'intérieur ne peuvent pas sortir, elles sont obligées d'y faire tous leurs achats, si bien qu'en général, elles s'endettent et ont du mal, en effet, à pouvoir quitter cette maison. Vous voulez dire ensuite. qu'elles sont dans cette maison, elles ne peuvent pas physiquement en sortir pour vaquer à d'autres occupations Non, que elles la sont prostitution? véritablement enfermées. Oui. Donc c'est vraiment, et en plus c'est basé, alors on a parlé du scandale public, donc c'est vraiment une hantise de l'époque, mais c'est aussi la hantise des maladies vénériennes. Et donc c'est un système qui permet de plus sévèrement les contrôler, y compris de manière sanitaire. Bon, donc, C'est-à-dire qu'il y a elles une- ont des examens réguliers. Très régulier, c'est une fois par semaine, enfin ça va évoluer selon les époques, mais c'est vraiment très régulier, Mhm. parce qu'on associe complètement la prostitution à la maladie. Mhm. C'est-à-dire que le premier finalement à parler de cette question sanitaire et d'en faire vraiment un problème, ça va être Parent du Châtelet
en 1836. Mais lui, il jette les bases d'une aventure scientifique qui va être rejointe ensuite, dans les décennies qui vont suivre, par des dizaines de médecins. C'est-à-dire qu'on assiste à une véritable prolifération des ouvrages de médecins sur la question. Alors on le perçoit déjà, cette association maladie et prostitution, dans les années 1850 et 1860, mais encore plus, finalement, au moment de l'avènement de la Troisième République, dans les années 1880. Est-ce que c'est concomitant avec une plus grande, contagion de maladies vénériennes à ce moment-là, ou c'est distinct? Alors, c'est pas lié à une plus grande contagion. Par contre, c'est vrai que c'est une période d'explosion de démographie dans les villes. C'est-à-dire qu'en effet, une concentration humaine plus importante amène à se poser la question de la prolifération des maladies. Donc c'est vrai que c'est concomitant. Dans les années 1850-1860, il y a vraiment une explosion de la démographie dans les cités. OK. Revenons aux maisons closes. Alors, est-ce qu'elles sont nationalisées? Est-ce qu'elles sont privées? Et est-ce qu'elles sont imposées? Non, elles sont privées. Là, finalement, les autorités publiques prennent moins part que les autorités municipales au Moyen-Âge dans l'organisation de ce commerce. Néanmoins, par l'activité de la police des mœurs, elle encadre et elle espère pouvoir contraindre toutes les femmes qui se prostituent à entrer dans ces maisons. Et la jonction entre la prostitution et le crime se fait à ce moment-là ou c'est postérieur? Alors la question justement de la criminalité, c'est à la fin du 19e siècle qu'elle est plus marquée. C'est-à-dire que donc, on peut parler d'un certain silence législatif, puisque aucune loi ne prévoit dans la question prostitutionnelle. Et par contre, en 1885, à l'occasion d'une loi sur les récidivistes, là, pour la première fois, la question prostitutionnelle rentre dans le code pénal. Mais on veut vraiment marquer que c'est une question d'ordre public. Donc on prévoit en effet de punir la personne qui facilite la prostitution sur la voie publique, mais en même temps, dans le même article, on prévoit de punir le joueur de bonneteau. Le joueur de bonneteau, qu'est-ce que c'est? Le bonneteau, c'est un jeu de cartes fondé sur une arnaque où celui qui manipule la carte est toujours celui qui gagne. D'accord. Et ça gêne la circulation parce que ça se fait dans la rue. Et donc, voilà. Mais donc, il y a déjà l'association un peu... en fait, on vise le souteneur, déjà à cette époque, mais on ne veut pas le nommer parce qu'on ne veut pas mettre de connotation morale sur cette loi. OK. Par contre... Mais il y a deux aspects. Il y a la criminalisation de l'activité de prostitution, mais l'aspect dont je vais parler, c'est l'utilisation par les réseaux mafieux ou criminels de la prostitution comme source de revenus. À quel moment intervient ce phénomène, le savez-vous? C'est-à-dire que des gens qui veulent profiter de la prostitution des femmes, il y a toujours eu ce phénomène, puisque c'est un moyen de gagner de l'argent sans soi-même travailler. Mais le fait que ce soit qualifié de manière criminelle, c'est-à-dire c'est l'autorité publique qui va dire que ça, c'est criminel. Mais avant, on ne le considérait pas comme quelque chose de criminel à partir du moment où il n'y avait pas contrainte. Alors, on arrive au XXe siècle, et là, il y a des choses qui se bousculent. Alors, est-ce que, bon, il y avait la morale, mais il y avait donc cette réglementation, cette tolérance organisée, donc précédemment, à la fin du 19e siècle, le fichier des prostituées. Donc, normalement, l'État français connaissait toutes les prostituées par leur prénom et leur nom de famille. Et voyait à la salubrité publique avec les rendez-vous médicaux. Mais là, il y a d'autres éléments qui vont venir, rendre la situation plus complexe. La criminalisation et qui doit être le criminel? Est-ce que c'est le proxénète? Est-ce que c'est la prostituée? Est-ce que c'est le client? Expliquez-nous comment ça évolue. Alors, en fait, ça commence à... La contestation du système réglementariste commence dès la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire que des personnes s'insurgent contre l'arbitraire de la police des mœurs. Et donc, à ce moment-là, il y a des personnes qui se prennent le dossier en charge. Joséphine Butler est l'une d'entre elles, c'est en Angleterre, mais l'Angleterre a aussi importé le système réglementariste, et puis il y a en fait une internationalisation de la question.
OK. Et donc, elle veut que l'État se désengage de la question prostitutionnelle. Donc, Mhm. elle est pour l'abolition de la réglementation de la prostitution. Mhm. Mais elle est aussi, finalement, pour l'abolition de la prostitution qu'elle considère comme un vice sexuel. Et quelle est sa fonction? Elle est vraiment le leadership enfin, la figure de proue de la Fédération abolitionniste internationale qui a été D'accord. créée en 1877. D'accord. Donc là, on va criminaliser de plus en plus, finalement, la personne qui tire profit de la prostitution. Donc d'abord, la personne qui tire profit de la prostitution et en contraignant les prostituées, mais petit à petit, l'idée qu'on doit aussi punir celui qui profite de la prostitution, même sans moyen de contrainte, avance. Alors, donc, mais qui est la personne qui profite de la prostitution sans moyen de contrainte? Ceux qui peuvent, par exemple, la maison close, c'est tenu par des personnes qui n'ont pas contraint une personne à venir se prostituer. D'accord. Donc là même, donc l'organisation de la maison close, la maquerelle ou le propriétaire ou Ceux-là, le ils vont gérant, devenir des délinquants ils deviennent aux des yeux de la délinquants. loi D'accord. en France en 1946. Donc c'est plus seulement la prostitution de rue, mais la prostitution de maison close est aussi criminalisée. Voilà. Donc la prostitution est criminalisée dans son ensemble. Par contre, on tolère en effet la prostitution, c'est-à-dire que en 1946, le client est complètement ignoré du dispositif. Et par contre, la prostituée, bien que son activité en elle-même ne soit pas criminalisée, par l'intermédiaire du délit de racolage, elle est fortement quand même sous la menace d'être punie d'une peine de prison. Bon, alors ça c'est intéressant. Donc, on peut arrêter le proxénète. On peut arrêter la maquerelle, l'organisateur de la maison close. Donc, on ferme les maisons closes quand on fait ça. On ferme les maisons closes. Et là, en 1946, on dit, bon, ben là, il y a du racolage. Racolage, c'est, corrigez-moi, c'est la fonction d'inviter un client à participer au commerce. Ouais. Alors, et là, il y a une distinction qui est faite entre le racolage actif et le racolage passif. Non, pas en 1946. Pas en 1946, hein. mais petit à petit, ça viendra. Mais donc, en 1946, on ne dit que racolage. Voilà. Alors, et c'est puni très sévèrement, 5 ans de prison. Hein. Donc, c'est pas quelque chose de bénin. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour subir l'infraction de racolage? Il faut, en fait, le seul fait de se trouver dans la rue peut, en fait, amener à cette époque, en 1946, à être... Trouver coupable de racolage, voilà. être dans la rue. Être dans la disponible. rue, et puis ensuite, ça va être par différents moyens qu'on peut essayer de prouver qu'une femme était bien. En général, de toute façon, ces femmes sont connues. Déjà en 1946, on n'a pas encore supprimé le fichier sanitaire et social. Donc on connaît les femmes qui se prostituent, donc le seul fait d'en trouver une qui se prostitue. Donc ça, en fait, c'est à l'arbitraire de la police qui peut... Donc en fait, théoriquement, si c'était appliqué à 100%, la pratique de la prostitution ne pourrait pas se faire. Si on ne peut pas racoler, Voilà. et on ne peut pas être dans une maison close, qu'est-ce qui reste? Elles ne peuvent pas non plus se prostituer chez elles. Alors ça, par contre, en France, elle, à titre personnel, elle ne risque rien. La femme, si elle se prostitue chez elle, mais par contre, elle fait encourir à celui qui lui aura loué le logement et qui aurait connaissance qu'elle se prostitue d'être poursuivie pour proxénétisme. D'accord, juste pour avoir le loyer. Voilà, même s'il ne surfacture pas. D'accord. Bon, alors ça, c'est 1946, on était à la fin de la guerre. Et ensuite, venons à la situation contemporaine. Comment est-ce que ça a évolué? Alors, il y a eu des phases, en fait, de plus grande tolérance vis-à-vis de la prostitution. Les prostituées elles-mêmes ont parlé de leur vin glorieux, c'est-à-dire, en gros, de 1975 à 1995. Ah oui, c'est les 20 années glorieuses de grande tolérance. Il y en a certaines qui ont qualifié ça. C'est vrai qu'on est dans... une tendance à libéraliser un peu le commerce prostitutionnel, même si on tolère en effet aucun intermédiaire dans le commerce prostitutionnel. Mais disons que les prostituées avaient plus de latitude, et notamment avec l'adoption du nouveau code pénal en 1994, on supprime la référence au racolage passif, et donc on ne punit qu'en fait le racolage scandaleux. Donc racolage passif, nous sommes là, nous sommes disponibles, c'est correct, voilà. Mais il ne faut pas mettre des tenues ou peut-être avoir des paroles trop élevées dans la rue. Enfin, voilà. Okay. Et donc, c'est cet équilibre-là qui va être mis en cause à la fin des années 1990. Mais le fichage est aboli aussi. Oui, en 1960. En 1960, voilà. On arrête donc ce fichage. C'est là où la France adhère définitivement au modèle abolitionniste. Okay. Alors, on arrête le fichage. Et donc, on arrête aussi la nécessité d'avoir les examens médicaux. Exactement. Bon. Ouais.
Et donc là, on arrive dans une situation plus récente où là, l'actuel président Nicolas Sarkozy intervient parce qu'il était ministre de l'Intérieur au moment de ces débats. Et il y a un phénomène nouveau qui est celui de l'arrivée importante de prostituées étrangères, d'Europe de l'Est ou d'Afrique. Et là, il y a un argument nouveau qui est amené, c'est l'argument du nombre ou du surnombre. En quoi est-ce que ça modifie la législation? Alors, en fait, c'est vrai que les riverains, eux, s'exaspèrent qu'il y ait en effet beaucoup de prostituées en bas de... Enfin, les riverains de ces quartiers de prostitution en bas de leurs immeubles. Mais, donc, c'est un motif de tranquillité publique qui amène donc ce changement d'attitude vis-à-vis de la prostitution de la part des autorités publiques. Mais c'est aussi, on va associer systématiquement, finalement, la prostitution au crime organisé. Et donc, ça va fonder des moyens plus répressif. Donc on est en plein débat au niveau européen sur la question de la traite des êtres humains. Et en France, quand ce débat est importé, on assimile traite des êtres humains et prostitution. Et donc, c'est comme si on disait que 100% des prostituées sont des victimes de la traite des personnes. Alors, il est indéniable qu'il y a beaucoup plus de traite de personnes qu'il y en avait précédemment, mais vous citez dans un de vos textes, justement, un débat en chambre où Nicolas Sarkozy, ministre, répondant à une question, dit je récuse tout à fait la notion que la prostitution puisse être un métier et donc puisse relever de la liberté de la femme de disposer de son corps. Ça n'existe pas. Voilà. Et il n'est pas le seul à le dire, parce que sur cette question-là, la droite et la gauche se rejoignent pour promouvoir cette image donc de l'association de la prostitution nécessairement au crime organisé et à la contrainte en fait. Et il y a très peu de personnes qui relaient finalement la parole des prostituées qui se disent autonomes. Noël Mamère du Parti vert par exemple le dit, il y a des cas où... c'est un des seuls qui contredit en fait cette image misérabiliste qu'on donne de la prostitution au moment de ce débat. Bon, vous êtes chercheur, est-ce qu'il existe une estimation lorsqu'on regarde la population de prostituées en France, de la proportion de prostituées de métier et de la proportion de prostituées contraintes? Est-ce qu'on a une idée? Non, on n'a pas de chiffres. Enfin, là-dessus, on ne peut que se baser sur des recherches sociologiques qui, en effet, ont rencontré, qui ont fait des entretiens avec des femmes qui disaient qu'elles étaient libres. Et donc, on imagine que ces prostituées-là, en effet... exercent leur activité sans contrainte. Et c'est vrai qu'elles ont acquis de l'indépendance par rapport au milieu du proxénétisme, justement dans les années 1970. Le mouvement de libération des femmes, il est passé aussi chez les prostituées. Et là, il y a toujours la difficulté de se méfier aussi. Il y en a certaines qui disent qu'elles sont libres alors qu'elles ne le sont pas, et certaines qui disent qu'elles sont libres alors qu'elles le sont. Donc, c'est la difficulté de la recherche aussi. Donc, on est en 2011, en France et en Europe, il y a une européanisation un peu de l'approche face au proxénétisme. Il y a des pays quand même où c'est beaucoup plus toléré, des pays où ce ne l'est pas. Où en est la France aujourd'hui, en 2011, là-dessus? En 2011, pour l'instant, la position de la France n'a pas évolué. Elle est très attachée à son modèle abolitionniste, donc, qui est donc à une référence morale, c'est-à-dire qu'on assimile toujours la prostitution à une atteinte à la dignité humaine, et on criminalise donc largement la question prostitutionnelle. Et en même temps, chacun sait que c'est une industrie extrêmement importante, qui produit énormément de revenus et qui mobilise, de bon gré ou de mal gré, un très grand nombre de femmes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une déconnexion là, entre un discours qui s'est radicalisé ou qui est un discours abolitionniste de refus et une réalité qui ne semble pas changer, au contraire? C'est vrai que c'est la position de certains États qui ont reconnu ces dernières années finalement que la prostitution pouvait être exercée comme un travail. Alors ça a donné des modèles comme les Pays-Bas ou l'Allemagne, où là il y a même la possibilité pour les prostituées de signer un contrat de travail. Mais ça a aussi donné un modèle comme en Suisse, où finalement là on reconnaît que la prostitution peut être exercée à titre indépendant, mais dans ces cas-là, elle a des droits sociaux, mais il n'y a pas la possibilité de salarier une femme pour qu'elle se prostitue. Il faut toujours que ce soit une entreprise d'une seule personne. Alors, elles peuvent se regrouper entre elles. C'est un peu... une coopérative. Coopérative. Voilà, très bien. Alors, écoutez, merci. C'est un sujet fascinant.
On voit l'évolution qui n'est pas seulement politique, criminelle, morale. On est vraiment au point nodal de plusieurs réflexes. Et parfois aussi de la musique. Qu'est-ce que vous avez choisi comme plage musicale pour illustrer notre propos? Alors, j'ai choisi une chanson de Manu Chao, Meyaman Kaye, qui veut dire « Je m'appelle Rue » et qui donc est une chanson hommage aux prostituées de rue. Et c'est vrai que Manu Chao s'est engagé aux côtés des droits, pour les droits des prostituées. Donc, voilà mon choix. Amélie Maugère, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Je rappelle le titre de votre livre, « Les politiques de la prostitution du Moyen-Âge au XXIe siècle ». Et on écoute, grâce à vous, Meyaman Kaye, on m'appelle Rue, de Manu Chao. Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez la revoir ou revoir d'autres épisodes de Planète Terre, elles sont toutes disponibles sur le site du Cerium, cerium.ca. Vous y trouverez aussi les annonces de nos activités pour les semaines à venir. Vous y êtes évidemment conviés. Je tiens à remercier l'équipe technique de l'émission, Jocelyn Spronken, Ognan Guerguiev, Charlène Ricard et Luc Laflamme. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Après 3 ans d'école d'été, c'est toujours aussi bien. C'est vraiment, l'atmosphère est sympathique. C'est une chance vraiment unique pour nous de pouvoir essayer de parsemer encore plus notre éducation. Peut-être c'est le thème qui a rendu l'ambiance décontractée, mais en tout cas propice à l'apprentissage. J'apprends énormément de choses sur mon propre travail. Je trouve que c'est enrichissant. Et les messages, les nuances qu'on essaie de faire passer sont vraiment très très bien intégrés par les étudiants. Au bout d'un moment, il se crée une espèce de communauté, ce qui fait qu'on a un certain nombre de questions qui, même si elles ne sont pas au programme, viennent traiter dans le cadre des discussions. Je me rends expert moi-même en faisant ça.